Après la période d'expansion territoriale japonaise qui a duré jusqu'à la fin du premier semestre de 1942, les Américains se sont installés au sud des îles Salomon, sur l'île de Guadalcanal en août 1942. Cette première étape des Américains leur ouvrait la voie du retour vers les Philippines et vers le Japon. Et c'est à cette époque que la marine des États-Unis a commencé à étendre ses unités de chasse. La marine utilisait alors le Grumman F-4F Wildcat et introduisait déjà le F-6F Hellcat. Elle débutait aussi l'expérimentation de son nouveau chasseur à aile en mouette inversée, le Vought F-4U Corsair. Malgré des rapports opérationnels positifs, sa chaîne d'approvisionnement restait balbutiante. De plus, la forme du nez de l'appareil, qui était assez longue, empêchait le pilote d'avoir une bonne visibilité lorsque l'avion était au sol, ce qui faisait craindre à la marine pour son utilisation sur le pont d'un porte-avions. Pour lever ce doute, la marine a créé 2 escadrons. Le Voie française 12 a été créé en 1942 et a reçu le Corsair au dernier trimestre de cette année-là. Et le 1er janvier 1943, le VF-17 a été officiellement créé là-bas à la base aérienne de la marine, à Norfolk, en Virginie. Le VF-17 a été le 2e escadron à recevoir le Corsair, mais le premier à l'utiliser en combat. Il est aussi devenu le plus accompli de l'histoire de la marine des États-Unis. Et vous savez que toute grande unité de chasse a toujours ce leader inspirant. Le gars qui mâche des abeilles et qui pousse tout le monde à le suivre par l'exemple. Dans le cas du Voie française, 17, c'était le lieutenant-commandant Tommy Blackburn, à qui on annonçait que son unité allait opérer le Corsair. L'une des premières préoccupations de Blackburn fut de trouver un surnom pour l'unité qui corresponde à celui de l'appareil, Corsair, navire pirate. Il a donc suggéré le nom Jolly Rogers, qui désigne en anglais le drapeau noir avec une tête de mort et des os croisés, qui identifiait les navires pirates au début du XVIIIe siècle. Et bien que le drapeau Jolly Rogers ait eu plusieurs versions au cours de l'histoire, la plus célèbre d'entre elles fut celle utilisée par Black Sam Bellamy, Edward England et, plus célèbrement encore, par Edward Thatch, le Barbe Noire. Sur le Queen Anne's Revenge, observez attentivement le petit drapeau sur le navire. La version du VF-17 pour le Jolly Rogers a été créée par le pilote Harry Holmeyer, qui deviendra plus tard un as, avec l'escadron des Moutons Noirs des Marines. Lors de la sélection stratégique du noyau du nouvel escadron, Blackburn a d'abord choisi son officier exécutif, Roger Hedrick, son ami de longue date. Il s'accorde à l'a également appelé le lieutenant Tim Gill, ainsi que 2 vétérans des batailles aériennes de Guadalcanal. Seuls ces 5-là, en comptant aussi Blackburn, avaient une quelconque expérience réelle sur des avions de combat. Les 42 autres pilotes de l'escadron étaient complètement novices. Cependant, l'un de ces pilotes débutants était Ira Cassius Ike Cho van Indications, Cap Ford. Je veux que vous reteniez ce nom. En mettant en place un type d'entraînement que certains considéraient comme sauvage et même dangereux, Blackburn s'est retrouvé en conflit avec les amiraux et ses commandants, là-bas à la base aérienne de Norfolk. Qu'a-t-il fait ? Il a déplacé son centre d'entraînement à Mantle, en Caroline du Nord, pour s'éloigner de ce centre de commandement. Là-bas, loin de ses soucis, il a formé ses pilotes comme il voulait. Ils ont effectué des opérations à haute altitude, remarquant même comment l'appareil variait en performance au-dessus de 9000 mètres. Reconnaissance de cibles et balayage du ciel, opérations avec les moteurs et aussi reconnaissance des avions ennemis. L'importance que Blackburn accordait à la formation de ses pilotes faisait d'eux de vrais professionnels de la chasse. Il renvoyait aussi les pilotes qu'il jugeait inaptes à devenir chasseurs, les réticents et ceux qui n'avaient pas l'esprit combatif. Le fait est que Blackburn voulait une unité 5 étoiles, celle que l'on peut polir et qui brille merveilleusement. De cette façon, il voulait des aviateurs d'excellence et pas forcément des officiers disciplinés. Cela a fait que les Jolly Rogers ont reçu d'excellents pilotes de chasse, mais qui, par manque de discipline, avaient fini par être expulsés d'autres unités. Il a donc instauré cette structure pour le VF-17. 2 avions, un leader et un ailier formant une section. 2 sections forment une division de 4 avions, 2 divisions forment un vol de 8 avions et 5 vols complètent les 40 avions de l'escadron entier. En février 1943, le VF-17 a reçu ses premiers Corsair et dès mars, tous les pilotes étaient déjà familiarisés avec le modèle. Bien sûr, ils ont rapidement donné un surnom à l'avion. En raison du grondement que faisait le Corsair, ils ont surnommé les appareils Hog ou cochon. Le chef, bien sûr, voulait un indicatif radio et n'a pas tardé à nommer son avion Big Hog, ou Gros Cochon. Le 25 mai 1943, le nouveau porte-avions CV
17 United States Ship Bunker Hill a été mis en service dans la marine des États-Unis. Et le Bunker Hill s'est rendu à Norfolk pour accueillir le Voie française 17 en juin. L'expérience des Jolly Rogers avec le Corsair a influencé le développement de l'avion. De cette expérience est issu le F4U1A avec des améliorations facilitant l'exploitation du Corsair. Parmi celles-ci, il y avait la nouvelle verrière en bulle, qui remplaçait la verrière en cage des versions précédentes. Le siège du pilote a été relevé de 18 cm et la roue arrière du train d'atterrissage de 15 cm. Ces trois changements principaux ont permis au pilote d'avoir une bien meilleure visibilité, que ce soit sur le pont d'un porte-avions ou même en vol sur ce modèle. La période passée à bord du porte-avions Bunker Hill a été consacrée à l'entraînement aux atterrissages, car c'était l'activité la plus difficile et la plus dangereuse des corsaires. Un atterrissage raté pouvait causer des pertes humaines, des dégâts majeurs ou rendre un porte-avions inutilisable. Face à tant de problèmes, la marine a envisagé de remplacer les corsaires du Voie française 17 par des Hellcat. Mais Blackburn a insisté, affirmant que le Corsair était le meilleur, et que l'usine allait bientôt livrer les nouveaux modèles F4U1A, et en effet, ils ont été livrés. Les 12 premiers sont arrivés pour les Jolly Rogers le 10 août 1943. Au final, la marine a abandonné et tout le monde a applaudi la décision de les envoyer au combat à bord des Corsaires. Une fois tout réglé, le Bunker Hill et le Voie française 17 ont quitté pour le Pacifique le 10 septembre 1943. Comme on dit, la joie des pauvres ne dure jamais. Ancrée à Pearl Harbor, la marine a cette fois envoyé un message définitif à Blackburn. Ils devaient en débarquer sur le Bunker Hill et rejoindre l'île d'Espiritu Santo dans l'archipel de Vanuatu pour débuter les opérations terrestres. L'argument de la marine portait moins sur l'exploitation technique du Corsair sur porte-avions que sur la chaîne logistique de Vought, bien plus limitée que celle de Grumman, déjà établie depuis des années. Maintenir les Corsaires opérationnels sur les porte-avions à ce stade serait un casse-tête que la marine ne voulait pas avoir, à une époque où elle était submergée de problèmes. Déjà opérationnel dans les îles Salomon, l'escadron pouvait profiter de la chaîne d'approvisionnement déjà mise en place par les Marines, qui utilisaient forcément déjà le Corsair depuis février de cette année-là. Le 12 octobre, le Stunt F-17 embarqua sur l'USS Prince William pour Espiritu Santo, arrivant le 25. Dès le lendemain, ils ont décollé de là et ont atterri à Guadalcanal, l'île située au sud de l'archipel des îles Salomon. De là, ils ont été envoyés vers l'aérodrome d'Ondongo, à l'extrémité ouest de l'île de Nouvelle-Géorgie, récemment capturée des mains des Japonais. Et là, ils devaient se présenter au commandant des forces aériennes des îles Salomon, le général Nathan Twining, qui plus tard, sous le gouvernement Eisenhower, deviendrait le chef d'état-major de l'armée de l'air américaine. Vous aimez aussi cette vidéo? Alors, je voudrais que vous mettiez un pouce bleu et que vous vous abonniez à la chaîne, car de bonnes choses arrivent bientôt. À 7h30, le 27 octobre, les Jolly Rogers se sont rendus pour la première fois à Ondongo. Ils ont effectué cette approche typique des porte-avions, atterrissant à des intervalles de 30 secondes et n'utilisant que 60 mètres de piste. Bien sûr, ils ont fait ça pour impressionner. Mais les pilotes de l'armée et les pilotes néo-zélandais qui opérèrent déjà sur la piste pensaient qu'ils étaient une bande de fous furieux. Ce même jour, les pirates Jolly Rogers ont commencé leurs missions opérationnelles, apportant leur soutien au débarquement néo-zélandais sur les îles Treasury, qui se trouvaient un peu au sud de Bougainvillea. Ces missions jusqu'au 30 ont surtout permis d'échauffer les pilotes, sans aucun contact ennemi. Le 30 après-midi, les Jolly Rogers ont tiré pour la première fois. À ce moment, ils ont aidé un Catalina lors d'une mission Dumbo, visant à secourir des pilotes tombés à l'eau. Un pilote allié a dû atterrir en urgence près des îles Treasury et a été secouru par un Catalina. Pendant ce temps, les Jolly Rogers attaquaient les positions japonaises sur la plage pour les empêcher de viser le pilote en sauvetage. Mais tout cela n'était qu'un échauffement pour ce qui allait se passer, le 1er novembre. Ce fut le premier contact des Jolly Rogers avec l'ennemi dans les airs. Et ils ont effectué des missions de couverture pour le débarquement américain au Cap Torokina à Bougainville. Ce matin-là, alors qu'ils dirigeaient un vol de 8 appareils, Blackburn reçut par radio l'alerte Buggy, signalant un avion ennemi dans la zone. Ces appareils étaient 18 bombardiers Aichi D3A, Val escorté par 12 Mitsubishi 12-0. Et, immédiatement, il a effectué un piqué peu profond, accélérant jusqu'à 650 km/h pour intercepter. Sous l'adrénaline de ce premier combat, Blackburn a ouvert le feu à une distance de 500 mètres, beaucoup trop loin. Il a touché l'adversaire mais ne l'a pas détruit.
En reprenant de l'altitude, il est remonté à 6000 mètres. Après sa remontée, il s'est retrouvé derrière un zéro tout proche qui ne l'avait pas vu. Blackburn a ouvert le feu à 200 mètres et a fait exploser l'avion ennemi, et son corsaire est passé à travers l'explosion. Ses pilotes, Jim Strayed et Tom Killefer, ont chacun également abattu un zéro. La deuxième division de 4 avions, dirigée par Ted Bell, a d'abord survolé en suivant Blackburn, mais ils ont finalement dû abandonner à cause de la vitesse. Mais le pilote Ray Beecham s'est mis dans la queue d'un zéro, qui a essayé de lui échapper en piquant. Le japonais ne savait pas que le corsaire était beaucoup plus lourd que le zéro et il a fini par le rattraper en piqué. Ainsi, à seulement 200 mètres, Ray Beecham a ouvert le feu et a fait exploser le zéro ennemi. Mais ensuite, deux autres zéros qui étaient marrants dans sa queue ont criblé son avion de balles. Il a à peine réussi à revenir à la base avec l'avion criblé de trous. Sur le chemin du retour vers Ondongo, Blackburn aperçut au loin un P-40 néo-zélandais poursuivi par un zéro. Bien sûr, cette situation allait se solder par une victoire du japonais. Alors Blackburn, désespéré, a ouvert le feu à une distance extrême. Le japonais a vu la rafale et a attaqué Blackburn. Il est venu droit sur lui, face à face avec son corsaire. Blackburn a tiré avec ses 6 mitrailleuses et a détruit le zéro ennemi. Mais le côté sombre de la guerre ne mit même pas 24 heures à les atteindre. Ce même jour, le lieutenant Johnny Keith devint le premier Jolly Roger à être perdu. Johnny Keith a effectué un atterrissage forcé sur l'eau et, en fait, il a même été aperçu par certains de ses camarades. Mais la nuit est tombée et les missions de sauvetage n'ont pas pu être lancées. Le lendemain, lorsque les missions ont finalement été lancées, il n'a plus jamais été retrouvé. Le 8 novembre, les Jolly Rogers ont effectué pour la première fois une escorte de bombardiers. C'était des B-25 attaquant l'aérodrome de Buka à Bougainville. Lors de la mission, Blackburn a vu un transporteur léger japonais, Nakajima Ki-34, approcher pour atterrir à Buka. Il n'a pas laissé passer l'occasion et a fait exploser l'avion ennemi. Et plus tard, ce même jour, le vol commandé par Roger Edrick a abattu 2 autres zéros. Après une semaine d'expérience, Blackburn a commencé à renvoyer les pilotes qu'il considérait comme ayant la phobéciation de l'orignal, ceux qui n'osaient pas tirer avec les 6 mitrailleuses sur un autre humain. Il a aussi renvoyé ceux avec le coup de Kahili, c'est-à-dire ceux qui, à chaque mission risquée, signalèrent une panne moteur à la radio. Mais rien de ce que les Jolly Rogers avaient en vue jusqu'à présent ne se comparerait à ce qu'ils allaient prendre vivre le 11 novembre 1943. Ce jour-là, la marine américaine a mené une vaste attaque aérienne contre la base navale japonaise de Rabaul dans l'archipel Bismarck. Les Jolly Rogers ont assuré le soutien aérien des 5 porte-avions de la force. Ce matin-là, un Kawasaki Ki-61 isolé, entré dans la zone américaine, a été abattu par Blackburn. À 13h, le radar du porte-avions United States Ship Essex détecta une immense formation ennemie fonçant vers lui. À la radio, Blackburn a entendu « Attention, 30-0 escortant 25 Val à 11h ». Plus tard, Blackburn se rappela que c'était la dernière communication claire qu'il avait entendue à la radio. Parce qu'après cela, ses pilotes ont commencé à faire du vacarme disant « je l'ai eu, regarde le japonais qui tombe ». Les Jolly Rogers ont attaqué toute la formation japonaise en tirant intensément. Au milieu de tout cela, 4 chasseurs japonais ont poursuivi Blackburn. Après un moment, il a dû entrer dans un nuage pour fuir. Le cœur battant, il a réalisé avoir perdu sa position dans les airs et a choisi de sortir. Mais en sortant, Blackburn a failli être tué par Roger Edrick, qui a tiré sur son avion, mais n'a heureusement pas réussi à l'abattre. Ce jour-là, les Jolly Rogers ont abattu pas moins de 18 avions ennemis, dont 4 par Aira Capfor, qui a reçu ce même jour la Navy Cross, la deuxième plus haute distinction pour bravoure de la marine des États-Unis. Les Japonais ont subi 137 pertes aériennes, et à partir de ce jour, ils ont renoncé à utiliser Rabaul pour ancrer des navires de guerre de grande taille. Le 2 décembre, les Jolly Rogers ont terminé leur première mission de combat et sont partis passer 2 semaines de repos bien méritées en Australie. Là-bas, ils ont beaucoup bu et fait la fête avec des femmes. Ce sont des pirates, avant leur seconde mission à la base avancée de Torokina, Bougainville. À ce moment, ils ont eu un gros problème. Quand ils sont revenus à Espirito Santo, les Jolly Rogers ont acquis 148 bouteilles de bière. Comment allaient-ils l'envoyer au front ? Impossible par bateau, c'était interdit et serait confisqué. Alors le lieutenant Al Jackson a suggéré que les bières pourraient en être stockées dans les compartiments à munitions des ailes des 24 corsaires.
Quelqu'un a fait le calcul et a vu que, s'il n'avait qu'un tiers des munitions, il pourrait à la fois se défendre contre les Japonais lors de cette mission et transporter les bières. Blackburn a approuvé. Alors, les Jolly Rogers ont décollé d'Espirito Santo chargés de bières à boire à Bougainville. Pendant que les Jolly Rogers étaient partis, les Japonais ont évacué tous leurs avions de Bougainville et les ont tous concentrés à Rabaul, environ 300 appareils, ce qui a fait de Rabaul une cible immense. Le 26 janvier, lors de la première mission du second tour des Jolly Rogers, Blackburn était devenu le premier as de l'unité en abattant son 5e ennemi. Cependant, ce même jour, 2 de leurs pilotes ont été perdus. Le lendemain, Fat Bell a disparu au combat après l'attaque de sa division par 70 chasseurs ennemis. Cependant, malgré cette perte, les Jolly Rogers ont tout de même abattu 16 avions ennemis. Ce combat a inspiré une photo célèbre de l'enseigne Henry Jagger, très ému après sa mission. Mais malgré les résultats positifs, ce rythme de perte était insoutenable pour les Jolly Rogers. Préoccupé par cela, Blackburn a développé une nouvelle stratégie. Il allait placer 6 avions supplémentaires volant au-dessus de la formation originale qui escortait les bombardiers, et ces 6 avions supplémentaires étaient chargés d'attaquer tout avion ennemi qui entrerait en contact avec l'escadron. Cela a porté ses fruits. Dès le 28, quand les avions supplémentaires ont abattu 4 appareils ennemis et les autres en ont abattu 10. Fin janvier, lors des 6 derniers jours d'opération, les Jolly Rogers ont abattu 60 avions ennemis pour 6 pertes. Et ils ont maintenu un record impressionnant. Aucun bombardier qu'ils ont escorté n'a jamais été abattu par un avion ennemi. Le 6 février, Blackburn a mené les Jolly Rogers dans un combat féroce au-dessus de Rabaul et ce jour-là, il a abattu pas moins de 4 avions. Au retour, son nouvel ailier a demandé à être transféré des Jolly Rogers, disant que l'unité était entièrement composée de fous. Et le 19 de ce mois-là, les Jolly Rogers ont infligé leur dernière raclée aux Japonais. 16 avions abattus, dont 3 par Ira Capford. Le lendemain, les Japonais ont retiré tous leurs avions de Rabaul et n'ont plus jamais mis en place de défense aérienne à cet endroit. N'ayant plus d'opposition aérienne sérieuse, les Jolly Rogers ont mené leur dernière mission le 6 mars 1944, clôturant leur participation à la Seconde Guerre mondiale, remplacée le lendemain par le Fittier F-34, le VF-17. Jolly Rogers a marqué l'histoire avec 154 ennemis abattus, formant une liste de 13 AS, plus que n'importe quel autre escadron de la marine dans l'histoire. Tommy Blackburn a reçu la Navy Cross et est devenu commandant du groupe aérien du porte-avions United States Ship Midway en 1945. Quant à son second, Roger Hedrick, il a reçu le commandement du VF-84 à bord du porte-avions Bunker Hill. Et il a survécu à la double attaque de kamikaze qui a frappé ce porte-avions le 11 mai 1945 au large d'Okinawa. Jolly Roger Ira Capford, le plus grand as avec 16 victoires, est resté en tête des as de la marine jusqu'au 19 juin 1944 quand Alex Vrassel a commencé à abattre des Japonais à un rythme effréné. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Une autre unité, nommée VF-17 et équipée de Hellcats, a aussi servi sur le Bunker Hill en 1944. Bien qu'elle ait eu du succès, elle n'avait aucun lien avec les Jolly Rogers originaux de Blackburn. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je m'arrête ici. Je vous remercie de votre attention et une grande accolade de votre SDG.